Normalement, on commence. Je vais voir si encore des discussions. Ok, bien. Donc, la séance d'aujourd'hui est consacrée à la solution détaillée du quiz 2 niveau 2 que je vous ai laissé traiter pendant les vacances. On commence. Alors, on commence par la première question. L'énoncé de la question est le suivant. Le sang veineux est plus acide avec une variation de pH par rapport au sang artériel, bien sûr, égale à 0,05, et plus riche en CO2 avec une variation de pression partielle de CO2 par rapport au sang artériel toujours, égale à 5 mm de mercure que le sang artériel. On rappelle que dans le sang artériel d'un sujet normal, sur le plan acido-basique, le pH égale à 7,40 et la pression partielle du CO2 égale à 40 mm de mercure. Que peut-on dire? Voici la question 1. Que peut-on dire de la concentration des bicarbonates dans le sang veineux? Alors, vous avez plusieurs possibilités, 4 possibilités. Premièrement, petit a, elle est égale à la concentration des bicarbonates dans le sang artériel. Petit b, elle est supérieure à la concentration des bicarbonates dans le sang artériel. Elle est inférieure à la concentration des bicarbonates dans le sang artériel, ou bien on ne peut conclure. Alors, pour répondre à cette question, donc, on commence par considérer le sujet normal. Donc, son pH est de 7,40 et sa pression partielle est égale à 40, de CO2 égale à 40 mm de mercure, ce qui permet de calculer la concentration du CO2 dissous dans le sang via la loi de Henry, donc qui est égale à 0,03, qui est la constante de dissolution du CO2 dans le sang, dans le plasma sanguin, multipliée par la pression partielle du CO2, et ça donne 1,2 millimoles par litre. Donc, en vertu de l'équation de Henderson-Hasselbalch, d'accord, on peut déterminer la concentration des bicarbonates. Donc, je vous rappelle l'expression de l'équation de Henderson-Hasselbalch. Le pH égale à la constante de dissociation multiplié plus le logarithme décimal de la base sur l'acide. Donc, au numérateur, vous avez la base et conjuguée, et au dénominateur, vous avez l'acide. Donc, si on remplace avec les valeurs que nous avons dans cette question, donc ça donne 7,40 qui est un pH connu, 6,1 plus donc la concentration des bicarbonates que nous cherchons à déterminer, divisé par donc, la concentration du CO2 qu'on vient de calculer, et ça donne 24 millimoles par litre, qui est une valeur normale. Alors, ça, c'est dans le cas d'un sujet normal. Maintenant, dans notre cas, on vient de nous dire que le sang veineux est plus acide, ça veut dire que son pH est inférieur à 7,4. Il est inférieur de combien? Il est inférieur de 0,05, puisqu'on vous dit ici, il est plus acide avec un delta pH égal à 0,05. Ça veut dire que le sang veineux a un pH égal à 7,40, le sang normal, moins le delta pH, et ça donne 7,35. Idem pour le CO2. Le sang veineux, et ça c'est par hypothèse de la question, est plus riche en CO2 avec un delta PCO2 égal à 5 mm de mercure. D'accord? Une petite seconde. Alors, Madame, qui nous permet de calculer la concentration du CO2 dissous. Donc, la pression partielle du CO2 de ce patient sera égale au niveau du sang veineux égale à 40 plus 5, qui est le delta PCO2, et ça donne 45 mm de mercure. Donc, la concentration du CO2 dissous devient
1,35 alors qu'elle était, d'accord, de 1,2 dans le cas d'un sujet normal. Donc, le sang veineux, on réécrit l'équation de Henderson-Hasselbalch avec les nouvelles données du pH et de la concentration du CO2 dans le sang veineux pour déterminer la concentration du bicarbonate. Le calcul donc nous permet de trouver la même valeur, c'est-à-dire 24 millimoles par litre, ce qui correspond au sang normal, d'accord? Donc, c'est la même valeur. Et donc, par rapport aux propositions fournies, ça correspond à la proposition A, elle est égale à la concentration des bicarbonates dans le sang artériel. OK? Alors, vos réponses par rapport au quiz, donc vous êtes plus de 81% à fournir la réponse correcte, c'est-à-dire elle est égale à la concentration des bicarbonates dans le sang artériel. J'ose espérer que vous avez effectué le même calcul pour répondre à cette question. D'accord? Parce qu'on ne répond pas au hasard, donc il faut prouver dans le questionnaire. C'est ça qui est bien dans le feedback détaillé, dans le débriefing. On donne les précisions ou le détail du calcul. Il ne suffit pas de cocher les réponses. Donc, première question, vous êtes majoritaire à avoir répondu correctement. On passe à la deuxième question maintenant. Question 2 qui fait suite à la première question. Que peut-on dire, dans le même ordre d'idées, que peut-on dire de la concentration en acide fixe du sang veineux? Vous continuez à affluer. La séance commence à 10 h. Normalement, à 10 h, vous êtes tous en salle. Hein. Alors, 4 propositions. Donc, la concentration des acides fixes dans le sang veineux, elle est soit égale à la concentration en acide fixe dans le sang artériel, soit supérieure, soit inférieure, ou bien on ne peut conclure. Alors, pour répondre à cette question, donc par rapport au sang artériel, il existe dans le sang veineux un excès de CO2. Et vous le savez très bien que le CO2 est un acide volatile parce qu'il est éliminé par les poumons. Donc, pourquoi je dis qu'il y a un excès de CO2? Par hypothèse, parce qu'on vous dit, excusez-moi, la question, je reprends la première question, il est plus riche, donc le sang veineux est plus riche en CO2. Donc, il y a un excès de CO2 dans le sang veineux par rapport au sang artériel. Donc, par rapport au sang artériel, il existe dans le sang veineux un excès, un surplus de CO2 qui est un acide volatile. Cet excès de CO2 devrait normalement augmenter la concentration en bicarbonate en vertu de cette équation. Et cette équation, nous l'avons déjà vue. D'accord? Or, lorsqu'on a fait le calcul précédent, on a trouvé que la concentration des bicarbonates dans le sang veineux était égale à la concentration des bicarbonates dans le sang artériel, c'est-à-dire 24 millimoles par litre. Elle ne change pas, d'accord? Donc, si celle-ci est la même que dans le sang artériel, c'est la réponse à la première question, ça veut dire qu'il existe une acidose métabolique. Alors, chose que nous n'avons pas encore vue. D'accord? C'est pour ça que je mets un point d'interrogation et je l'ai mise en rouge. D'accord? Alors, cette acidose métabolique surajoutée, donc en fait, il souffre d'une acidose métabolique, ce patient, donc surajoutée en plus, en rapport avec un excès d'acide fixe dans le sang veineux. Alors, la concentration des acides fixes dans le sang, donc, est supérieure à la concentration des acides fixes dans le sang artériel. Et pour pouvoir répondre à cette question qui correspond à la proposition B, il faut comprendre d'abord et étudier ce que c'est qu'une acidose métabolique. Chose que nous n'avons pas encore vue et c'est l'objet du cours suivant. D'accord? Donc, quand je vois vos réponses, vous êtes presque 90% à répondre qu'elle est supérieure à la concentration en acide fixe dans le sang artériel, moi je me demande comment vous avez obtenu ce résultat.
du moment que nous n'avons pas considéré, jusqu'à maintenant l'acidose métabolique. On a juste étudié le diagramme de Davenport, mais on n'a pas étudié ce que ça voulait dire acidose métabolique et quelles étaient les conséquences de cette acidose sur le plan des concentrations des bicarbonates, éventuellement, puisqu'il s'agit de métabolisme. OK? Donc ça, moi je me pose, c'est une question piège en quelque sorte. Je me pose la question, comment vous avez pu trouver ce résultat? J'ai ma petite idée sur la question, mais là je suis déçue, si vous voulez, de votre réponse, sauf si vous avez étudié en parallèle l'acidose métabolique, chose qui m'étonne. Donc on continue. Troisième question, on appelle bicarbonate standard la concentration plasmatique du bicarbonate mesurée dans un échantillon de sang artériel après équilibration de celui-ci sous une PCO2, pression partielle du CO2, égale à 40 mm de mercure. Alors, quelle est la valeur normale des bicarbonates standards d'un patient qui ne présente pas de trouble de l'équilibre acido-basique? Cette question, elle est triviale à la limite, d'accord? 3 propositions, inférieure à la valeur normale, égale à la valeur normale ou supérieure à la valeur normale. Alors, la réponse est facile. Puisque le patient ne présente pas de trouble acido-basique, et c'est par hypothèse, sa concentration en bicarbonate est normale, c'est-à-dire 24 millimoles par litre, et sa pression partielle de CO2 est normale également, égale à 40 mm de mercure. Donc, quand on dit équilibrer l'échantillon sous une PCO2 de 40 mm de mercure, en fait, ça ne va rien changer au problème. Ça ne va rien changer. Donc, sa concentration va rester la même. Donc, la concentration des bicarbonates standards est donc toujours égale à 24 millimoles par litre et qui correspond à la proposition B. Alors, quand je vois vos réponses, vous êtes aussi 88,2%. À la limite, j'accepte cette réponse parce qu'elle est triviale, d'accord? Donc ça, alors pour la première et la troisième question, ça ne pose aucun problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est vos réponses qui sont justes concernant la question 2, alors qu'on n'a pas encore traité le cas de l'acidose métabolique et son influence sur la concentration des bicarbonates. Bon, nous verrons ceci ultérieurement. Alors, on continue maintenant les réponses aux questions. Donc, à partir de cette question, je vous ai demandé de m'envoyer vos réponses par mail. Je dois admettre que je n'ai pas encore jeté un coup d'œil sur vos réponses parce qu'elles sont très nombreuses. Vous êtes 127 à avoir répondu à ce questionnaire, donc je vous en remercie. Mais corriger 127 copies, ça n'a pas été facile pour moi, surtout que vos réponses étaient très disparates. Donc, je vous donne la solution détaillée et j'essaierai donc d'ici la fin de l'année, prévue fin novembre, de vous fournir les corrigés ou vos corrigés. De toute façon, ce sera pris en compte dans la note de TD. Donc, on ajoute 9 millimoles d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire HCl, qui est un acide fort, dans 1 litre de chacune des 5 solutions suivantes. Donc, on a 5 solutions qui sont différentes. Elles seront appelées solution A, solution B, C, D et E. Et à chacune de ces solutions, chaque solution sera traitée dans une question à part. C'est-à-dire, la solution A sera traitée à la question 4, la solution B à la question 5, la solution C à la question 6, la solution D à la question 7 et la question E à la question 9. Vous allez voir pourquoi. Donc, la solution A est constituée de soude, NaOH. C'est quoi ça? De solution soude de pH 7,40.
On vous demande de calculer la variation de pH de la solution A et la quantité delta de la concentration des H+, sur la variation du pH. Et si vous avez considéré votre cours, ce rapport n'est autre que le pouvoir tampon de cette solution. Alors, où delta H+, on vous le précise, représente la quantité d'ions H+, apportée dans 1 litre de solution. Madame, il n'y a pas d'image. Il y a des étudiants en attente. Bon. Oui, madame, il n'y a pas d'image. Chez moi, il n'y en a plus. D'accord? Il ne figure pas sur moi, hein, donc un nouveau message. Une petite seconde. Voilà. Ok. C'est bon? Non, madame. Non, c'est pas bon. Bon, c'est pas la peine que j'invite des étudiants. Vous êtes arrivés un peu en retard, hein? C'est bon? Très bien. Ok. C'est bon, oui. Alors, on continue. Donc, la solution A, c'est une solution de soude NaOH de pH 7,40 à laquelle on a ajouté 9 millimoles par litre d'acide chlorhydrique. On vous demande de calculer la variation de pH ainsi que le pouvoir tampon, le delta H+. Ici, on ne peut pas parler de pouvoir tampon sur la variation du pH. Bon, s'il vous plaît, essayez de venir à l'heure, hein, parce qu'à chaque fois, l'écran... Voilà. Bien, alors, la réponse à cette question. Alors, l'acide chlorhydrique, qui est un acide fort, est totalement dissocié en solution aqueuse, si bien que l'introduction des 9 millimoles d'acide chlorhydrique dans 1 litre de cette solution de NaOH provoque un apport, c'est-à-dire un surplus, un ajout delta H+ de 9 milliéquivalents par litre d'ion H+, et un apport, c'est-à-dire un surplus delta Cl- également de 9 milliéquivalents par litre d'ion Cl-. OK? Donc ça, c'est clair. Alors, et ceci est valable pour toutes les solutions. Donc, dans toutes les solutions A, B, C, D et E, on a un apport de d'ion H+ égal à 9 millimoles dans 1 litre de solution et un apport 9 d'H+, donc 9 milliéquivalents, excusez-moi, par litre, ce qui correspond à la même chose, hein, puisque la valence est égale à 1. Et la même chose, un apport de 9 milliéquivalents par litre d'ion Cl-. Alors, concernant la solution A maintenant, qui est une solution de soude, la soude est bien sûr une base forte. Les ions OH- sont susceptibles de prendre en charge, c'est-à-dire de tamponner, d'accord, excusez-moi, les ions H+, selon la réaction, ceci, donc H+, plus OH- égale H2O, qui est très fortement déplacé vers la droite, c'est-à-dire vers la production de l'H2O, étant donné la faible valeur de la constante de dissociation de l'eau. Alors, sauf qu'une solution de soude NaOH de pH 7,40
d'accord, qui est très légèrement basique. Rappelez-vous, la neutralité est à 7 et là nous sommes à 7,40. Ne contient qu'une concentration très faible d'ion OH-. Alors, on va le démontrer. Donc, le produit ionique de l'eau, donc H plus ou H-, est égal donc, à la constante de dissociation de l'eau, qui est à 37 degrés selon ce tableau. Elle est égale à 13,60, d'accord? Donc, c'est 10 à la puissance 13,6, ce qui nous permet de tirer la concentration des OH-, connaissant la concentration des H+, donc en utilisant la définition donc, du pH. Donc, ça donne 10 à la puissance moins 13,6 divisé par 10 à la puissance moins 7,40, ce qui donne pour la concentration des OH-, 0,6 micromol par litre, c'est-à-dire 0,6 10 moins 6 mol par litre, ou bien 0,6 10 moins 3 millimol par litre. Donc, sur les 9 millimoles d'ion H+ introduits, combien il en reste? Il en reste au moins 8,9994, pratiquement 8, qui restent à l'état d'ion libre, c'est-à-dire qui ne sont pas tamponnés par les OH-. Donc, cette valeur va tamponner la même quantité d'ion H+, et il en reste pratiquement la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que la solution de soude de pH 7,40 ne contient qu'une concentration infime d'ion OH- qu'on vient de calculer. On a trouvé 0,6 micromol par litre, qui vont tamponner 0,6 micromol par litre d'ion H+ introduit. Et il en reste combien à l'état d'ion libre? Il en reste pratiquement 9. D'accord? Donc, de cette concentration d'ion H+, donc que nous prendrons égale à 9 millimoles par litre, donc pas de variation si vous voulez, le pH, on déduit le pH qui sera égal à 2,05. Donc, puisque le pH est par définition la concentration des ions H+, moins log la concentration des ions H+. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons utilisé la définition et on trouve 2,05. Alors, il était à combien initialement? Initialement, il était à 7,40. Et l'ajout de 9 millimoles, nous disposons bien sûr de 1 litre de la solution, dans toutes les solutions ont un volume de 1 litre, auquel on a ajouté 9 millimoles, dans le cas de la solution A, bien sûr, c'est la solution de soude, NaOH, auquel on a ajouté 9 millimoles d'acide, d'ion H+, donc d'acide chlorhydrique, si vous voulez. Le pH est tombé à 2,05. Alors, la variation de pH se calcule par la différence pH final moins pH initial, donc une diminution de 5,35. Et là, on a répondu à la première question, à la première partie de la question. Maintenant, pour calculer le rapport delta, variation de la concentration des H+, en fait, il n'y a pas de variation, puisque normalement, c'est cette valeur que nous devrions prendre, et là, on en a pris 9, parce que la variation est très, très faible, divisé par la variation du pH, qui est de 5,35. Bien sûr, toutes ces valeurs sont prises en valeur absolue. Donc, ça donne un pouvoir tampon, ici le signe ne nous intéresse pas, égal à 1,7 milli-équivalent par litre par unité de pH. Donc, c'est pour cela que j'ai noté ici un delta H+ sur delta pH égale à 1,7 milli-équivalent par litre par unité de pH en valeur absolue. Voilà. Maintenant, la question suivante. On a une solution contenant, la solution B contenant un tampon bicarbonate, donc CO2 HCO3- de pK égale à 6,1 qui est fermé et défini par une concentration de CO2 dissous